DPF, on va dire, en action d'un point de vue des entreprises, le côté protection aussi des citoyens et comment finalement un label peut aussi aider à bâtir cette confiance. La confiance est la base de l'économie, vous l'avez dit. Et je dirais peut-être last but not least, à ma gauche toujours, M. André Lozecruc-Pietri, sur effectivement ce DPF, bien, pas bien, risque. On a entendu pas mal de risques, mais est-ce qu'effectivement il y a des bénéfices sûrement. Et est-ce que pour la compétitivité européenne dans le long terme, c'est une bonne chose? Bonjour à tous. Alors donc André Lozecruc-Pietri, donc je vais juste rapidement me présenter pour que vous connaissiez un petit peu le contexte dans lequel je parle. Donc moi je dirige une fondation qui s'appelle la Joint European Disruptive Initiative et l'objectif c'est d'établir en Europe une agence d'innovation de rupture, donc qui va financer des projets trop risqués ou trop long terme pour le secteur privé, un peu sur le modèle d'ARPA américaine si vous connaissez, mais pas dans un secteur de défense, dans le domaine de l'énergie, des sciences de la vie et de ce qu'on appelle le computing. Donc ça regroupe l'IA, la cyber, le quantique, etc. La raison pour laquelle on le fait, et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis là, c'est que de manière juste pragmatique, j'ai entendu beaucoup de gens parler de réalisme, l'Europe est en train de devenir un trou noir technologique. Il n'y a pas d'autre mot. Sur le spatial, on a quasiment disparu. Sur les puces à haute performance dont parlait Amandine, il y a un monopole qui est en train de se créer sous nos yeux avec NVIDIA. Sur les technologies du climat, la politique américaine fait un véritable aspirateur, et même les batteries qu'on est en train d'établir à Dunkerque, alors j'ai envie d'être optimiste, risquent de se voir disruptées, comme on dit, par, je ne sais pas, un embargo chinois sur le graphite. On ne ferait pas d'anode avec ça, ou tous les sujets autour des terres rares. Et donc, par contre, et on l'a bien vu avec ChatGPT, la beauté de la technologie, sans être technosolutionniste, c'est qu'en fait, les cartes peuvent être rebattues en permanence, à condition de se projeter sur le coup d'après. Et donc, c'est dans ce contexte que la question se pose, est-ce que le DPF aide ou pas à la compétitivité américaine? Alors, déjà, puisqu'on est en face d'un auditoire qui est essentiellement de Sciences Po, je vais déconstruire, il paraît que c'est un mot qu'il faut utiliser, ce que disait Ilias. Je crois qu'on est là pour se dire les choses, donc on va être assez direct. Le GDPR n'est pas un succès. Je sais que c'est une vache sacrée, c'est un des rares succès de politique réglementaire européenne dont on est très fier. On va sortir prochainement une étude, alors c'est très difficile de véritablement être quantitatif, donc tout ça est un peu empirique, mais aujourd'hui, depuis 5 ans que le GDPR existe, le RGPD existe, les GAFAM ont fait x10 en valeur. Je ne suis pas sûr qu'on ait moins cliqué sur « j'accepte » depuis ce matin. Je ne sais pas combien d'entre vous ont cliqué sur « j'accepte les cookies » depuis ce matin, mais je pense que la quasi-totalité d'entre nous. Donc, de manière pragmatique, réaliste. Par contre, il y a une très bonne amie à moi qui a écrit un livre qui fait florès à Bruxelles, qui s'appelle « The Brussels Effect », qui évidemment est très, très, très apprécié des commissaires européens, parce que c'est toujours sympathique pour un régulateur d'avoir l'impression qu'on a de l'impact. Je crains aujourd'hui que, et notre étude le montre, qu'en fait, ça ait créé, en fait, avec toute la bonne volonté du monde, une barrière à l'entrée. Parce qu'aujourd'hui, pour être GDPR compliant, il faut, d'ailleurs on le voit bien avec Ilias, il faut utiliser une armée de personnes, de GDPR compliance officers. Et donc, l'impact, c'est que c'est les plus petites structures qui ont le plus de mal à le mettre en œuvre. Et les plus petites structures, c'est soit les plus innovantes, soit les européennes. Donc, je veux juste qu'on mette ça. Non, le GDPR n'est pas un succès. Alors, je ne veux pas voir du mal partout, mais je pense qu'il faut se méfier quand les grandes sociétés technologiques américaines, notamment, nous disent tous et nous félicitent sur la qualité du GDPR. J'ai envie de dire à qui profite le crime. Je crains aujourd'hui qu'il ne profite pas aux Européens. Deuxième chose, B2B par rapport à B2C. Je vais vous raconter une autre anecdote qui date d'il y a 2 ans. Apple aurait fait un accord, j'utilise le conditionnel, avec le gouvernement de Singapour, on va dire une autocratie sympathique, plus sympathique que d'autres, on va dire, pour faire un accord pour dire que si vous portez un capteur, notamment une Apple Watch, eh bien vous avez 30 ou 40% de réduction sur votre sécurité sociale et sur votre mutuelle. Tout le monde est gagnant. Vous avez de la médecine préventive, hein, les coûts
On sait bien que la prévention coûte beaucoup moins cher que la guérison. Je crois que même le président de la République en a parlé lundi à Toulouse. Donc ça ne peut être vrai. Et évidemment, Apple, aujourd'hui, se gave de données personnelles. Donc aujourd'hui, est-ce que Apple est une société B2B ou une société B2C? Je vous laisse deviner. Aujourd'hui, c'est comme quand qu'on continue à faire la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Il n'y a plus de différence. Et donc je pense, quand j'entends certains commissaires dire « Ah, on a perdu la bataille B2C, mais vous allez voir ce que vous allez voir, on va gagner la bagarre B2B », c'est une illusion. Donc là aussi, je pense qu'il faut faire attention à ces idéologies. Je crains aujourd'hui que les idéologues sont plutôt de ce côté de l'Atlantique que de l'autre côté. Alors, sur le sujet du DPF, c'est toujours assez intéressant de voir quand on parle compétitivité, la première chose qu'on fait, c'est on parle réglementation. Je crois que malheureusement, l'Ukraine nous montre que la défense est essentielle, mais n'est pas une condition suffisante pour gagner la guerre. Donc il faut être à la fois dans la défense et dans l'attaque. Et là, j'ai envie d'un tout petit peu retourner le sujet. Alors d'abord, là je pense que Jean-Baptiste l'a très bien dit, la compétitivité, ça repose sur des règles, c'est comme avec l'impôt, c'est comme toutes les règles. En fait, au-delà du niveau d'impôt, ce qui compte, c'est la stabilité. Et le fait qu'aujourd'hui le DPF risque d'être à nouveau, par un arrêt peut-être Schrems 3, remis en question, n'aide pas évidemment à une stabilité dans les relations sur les data. La deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est plutôt de stratégie. C'est-à-dire, quand vous dites, Jean-Baptiste, que la rivière coule que d'un côté, mais j'ai envie de dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait, nous ? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, l'énorme marché américain qui, accessoirement, est beaucoup plus structuré, et là je parle aussi avec ce prisme de ce qui se passe en ce moment sur l'IA générative, avec des données qui ont toutes la même langue, enfin plus ou moins, beaucoup plus structurées parce qu'on n'est pas sur un marché fragmenté que le marché européen. Là, j'ai envie de dire, si la rivière coule d'un côté, c'est que c'est nous qui imposons que la géographie soit, ou l'inclinaison de la pente soit de ce côté-là. Donc là, j'ai envie de dire, où est la stratégie offensive qui accompagne. Deuxième chose, le marché unique de la donnée. On dit toujours, oui, l'Europe est un énorme marché unique. Mais là aussi, arrêtons d'être dans l'illusion. On parle toujours, le plus grand bien de l'Union européenne, c'est son marché unique. Pardon, mais dans tous les marchés d'avenir, l'énergie, la santé, le digital, la cyber, nous avons 27 marchés. Il y a 27 Annecy, et c'est tout à fait légitime qu'un pays veuille avoir son agence de cybersécurité. Sauf qu'elle parle à peine. Alors on dit qu'elle parle. Guillaume Poupard était l'ancien patron de l'Annecy, était un des fondateurs de JEDI, donc la fondation dont je m'occupe. Alors je ne veux pas parler en son nom, mais même entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui, sur l'énergie, je ne vous fais pas un dessin à quel point c'est un marché unique. Sur la santé, quand Doctolib va en Allemagne, doit repasser devant les fourches codines des autorités de santé allemandes, quand dans le domaine de la sécurité. Donc en fait, on a dans tous ces sujets technologiques les mêmes risques que partout ailleurs, et les risques dans le domaine technologique qui sont majeurs, c'est-à-dire de tout perdre, mais on n'a pas du tout, pardon pour le jargon, l'upside, c'est-à-dire la capacité de créer des géants internationaux. Donc à nous déjà quand même, et beaucoup de points qu'ont cité Jean-Baptiste, j'ai envie je suis plutôt favorable, mais que fait-on pour réellement créer un marché unique ? Et pardon, ce n'est pas en arrosant le marché européen de subventions, de fonds divers et variés qu'on va régler le problème. Ce n'est pas un problème d'argent. Aujourd'hui, c'est un problème de marché unique qui n'est pas fait. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour un régulateur de créer ce marché unique que de créer un nouveau fonds. Bon, là, c'est un peu la dictature du court terme politique, mais je pense que c'est ce sujet-là qui est aujourd'hui le sujet qui est posé par le DPF, c'est qu'en fait, nous n'avons pas créé ce marché unique du digital. Et donc, j'ai envie de dire, il y a un double effet qui se coule, si vous me permettez l'expression, c'est qu'en plus, quand un investisseur américain va s'intéresser à une société de cyber, à une société dans l'intelligence artificielle française, regardez le dernier tour de Mistral, pardon, mais c'est plus une société française. Il y a BNP et M. Saadé, mais qui ont dû investir un petit ticket. Sinon, c'est Kleinworth, Salesforce, etc.
ce n'est plus, désolé, une société française. En tout cas, pas par son capital. Et bien en fait, quand un investisseur américain investit dans une société du digital français ou européen, en fait, elle lui ouvre de facto le marché américain et donc les perspectives de croissance. Et c'est un peu comme en bourse, quand les perspectives de croissance sont plus importantes, on est prêt à payer plus cher. Donc c'est ça vraiment le nœud. Alors je sais que ça va un peu à l'encontre de l'idée reçue, on n'a pas assez d'argent, nous ne sommes pas prêts à prendre plus de risques. Non, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les Européens ne sont pas du tout stratégiques. Donc accès au marché américain, que fait-on? Quelle est la stratégie européenne pour finalement piller, je suis un peu provocateur volontairement, pour piller le marché américain? Pourquoi est-ce qu'on se laisse faire? Que font les Européens là-dessus? Deuxième chose, sur les grands modèles de langage, le problème aujourd'hui, c'est ces données fragmentées. Et c'est la qualité de nos données. Je vous rappelle quand même que même entre Français et Allemands, vous parliez de l'application Tous Anti-Covid, et c'est la Corona Warn-App en Allemagne, eh bien, comme on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un protocole commun, qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire une plateforme européenne qui nous permettait de passer les frontières? Quelque chose basé sur iOS et Android. Elle est belle, la souveraineté européenne. Je pense que c'est beaucoup plus important ça que le Doliprane ou les masques. Donc, mine d'or. 2, stratégie. Pensons quand même aussi, et là j'ai plutôt envie d'aller dans le sens d'Ilias, je vous donne ces chiffres qui sont déjà anciens. 42% des pays sont en train de devenir autocratiques, 12% sont en train de devenir démocratiques. Mais les 42% malheureusement représentent à peu près la moitié de la population mondiale, et les 12%, 2% de la population mondiale. Donc nous sommes en train de perdre la guerre, c'est très clair. Et les gens qui pensent que notre démocratie, elle est là pour toujours, je pense ferait mieux de faire un tout petit peu attention. Déjà aujourd'hui, moi aussi je suis un ancien du Minarm, je pense que Starlink a plus d'impact que le Minarm français en Ukraine. Je pense aujourd'hui que Meta a plus d'influence que le Conseil constitutionnel sur nos élections. Enfin, je pense que c'est pas peut-être, c'est on est en train de perdre la guerre. Donc la question quand même, c'est de se dire, et pardon pour la réelle politique, est-ce qu'il vaut mieux quand même créer un grand marché de la donnée avec les défaillances tout à fait justes qui ont été exposées, ou est-ce que finalement on n'est pas juste en train de manière somnambule, se réveiller un jour et réaliser que nos valeurs auxquelles on tient sont en danger? Et je pense qu'aujourd'hui, le marché, même pour les Américains, le marché européen, s'il n'était pas fragmenté. Voilà. Alors pour conclure, parce que je ne sais pas si c'est la petite musique, c'est parce que je parle trop long, mais pour conclure, il y a un risque et une opportunité. Le risque, c'est, là je vais être un petit peu technique et je suis sûr qu'Amandine saura de quoi je parle, aucune mention dans le DPF de ce qu'on appelle la cryptologie homomorphe. Alors pardon, c'est de l'algèbre booléenne, mais en gros, c'est la possibilité de faire du travail computationnel ou du travail sur les grands jeux de données sans avoir à revenir sur la donnée individuelle. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire parce que la latence est trop importante. C'est comme le stockage sur l'ADN. On sait le faire, mais il faudrait des secondes pour récupérer toute la donnée. Si aujourd'hui ça arrive, là on a à la fois la solution technique, on va dire by design, et à la fois la préservation de nos données. Et je suis tout à fait d'accord également avec vous, quand aujourd'hui on voit que sur les JO 2024, on a fait une exception sur la vidéosurveillance et que petit à petit, cette exception, elle pourrait devenir la règle. Là, je pense que le reste du monde a un peu raison quand il parle de double standard. C'est-à-dire qu'on ne sera fort que si on reste fidèle à nos valeurs. Et je pense que tout n'est pas dans la solution technique, mais une solution technique qui a un impact sur nos valeurs, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'IA sans revenir à la donnée personnelle. En tout cas, ça mérite un grand programme. Donc j'espère qu'à la fin de cette table ronde, avec Amandine, avec Thomas Courbe, son chef, et d'autres, on lancera un grand programme de recherche et on se dit, en 1 an, on fait de la cryptologie homomorphe. Si on réussit ça, là, vous disruptez radicalement l'IA. Vous n'avez plus besoin de ces grands modèles de données. Bon, c'est qu'une solution. Mais voilà. La deuxième chose que je cite, et juste comme exemple, c'est est-ce qu'on peut faire de la reconnaissance faciale sans base de données centralisée? Rappelez-vous, Internet, c'était ça. C'était comment on crée un réseau de communication sans centre,
c'est comme ça qu'ils sont venus à cette idée, faisons quelque chose sans centre, parce que qui dit sans centre dit extrêmement résilient. L'inquiétude, c'est que si on ne fait pas ça, je crains que notre retard ne fera que s'accumuler, et je pense que le système démocratique en prend le risque. La bonne chose du DPF, c'est que je pense que ça nous fait poser les bonnes questions. Est-ce que les mécanismes de discussion au niveau européen, votre point sur où est-ce qu'on discute, je viens de recevoir une invitation pour participer au Trade and Technology Council. Là aussi, peut-être qu'il faudrait... Alors, pardon, c'est un peu technique, mais c'est le groupe de 2 commissaires et de 2 représentants du gouvernement américain qui, depuis 1 an et demi, discutent de sujets technologiques. Ils ont réussi, avec la stratégie du salami, c'est-à-dire en découpant en 10 groupes de travail, à faire quelque chose qui fait du process, qui ne donne absolument rien. Peut-être qu'il faudrait arrêter ça et créer quelque chose où on impliquerait beaucoup plus les citoyens. Peut-être une manière de réinventer la démocratie entre les grands acteurs de la plaque démocratique. Voilà, merci et avec plaisir pour des questions. Merci.